Cette histoire a démarré en 2009, l'année où j'ai quitté l'éducation nationale. J'étais prof de maths et je n'étais pas heureux. À 25 ans, j'avais besoin de donner un nouveau sens à ma vie. Je ne sais pas trop d'où m'est venue l'idée de traverser le Canada. Je n'étais même jamais parti en randonnée. J'avais tout à apprendre et il m'a fallu 6 années de préparation. 6 années pendant lesquelles j'ai travaillé dans les bois comme indépendant. En plus de mon travail, je courais et voyageais chaque été en Europe. En 2009, c'était le tour de la Roumanie. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. En 2011, la traversée de la Suisse à pied. En 2012, la traversée à vélo et à pied de la Norvège. En 2013, je partais pour un repérage au Canada pour voir où j'allais mettre les pieds. Et en 2014, je descendais la Loire en packraft. N'ayant trouvé aucun sponsor pour m'aider financièrement, j'ai vécu comme un moine pendant ces 6 années. Je me suis entraîné comme un fou et j'ai aimé ça. Et en ce printemps 2015, je suis prêt pour traverser l'Amérique du Nord, de son extrémité est jusqu'à son extrémité ouest. Lors du repérage en 2013, j'avais rencontré Yvon Boudreau en faisant du stop. Depuis, nous sommes amis et je finalise les préparatifs chez lui, à Montréal. Il me faut encore acheter la nourriture pour les 6 mois à venir, 180 kilos en tout, la répartir judicieusement dans 22 cartons et les expédier en poste restante dans les villages isolés où je vais passer. Yvon a une connaissance encyclopédique de l'histoire de son pays, le Québec, et j'ai droit à une visite guidée de Montréal avant le grand départ. Cap Saint-Charles, extrémité est du continent, entouré en rouge, Happy Valley Goose Bay, aéroport le plus proche. En vert, l'unique route qui traverse cette région reculée. Je me trouve dans les airs avec le cœur lourd, face à l'immensité terrifiante du territoire. Je suis encore à 500 km du Cap Saint-Charles, où j'espère me rendre en stop. Mais les véhicules sont rares et personne ne s'arrête. J'ai froid et je me demande vraiment ce que je fais là. Il suffirait de presque rien pour que je ne rentre à la maison. Et le 27 avril 2015, je foule le Cap Saint-Charles dans une ambiance de fin du monde. À la porte de milliers de kilomètres sauvages à parcourir, America Extrema peut enfin démarrer. Cette traversée se fera selon mes règles du jeu. Ne jamais utiliser un engin motorisé et ne porter aucune arme ou répulsif au poivre. Même en ces lieux où rôdent les ours polaires. En outre, je ne m'embarrasse pas de médicaments ni d'un filtre à eau. Pour avoir une foi aveugle en la vie, je me dois de faire le maximum pour la respecter. C'est pourquoi je ne consomme aucun produit d'origine animale. J'ai passé un deal avec les ours. Je ne mange pas de viande et eux ne me mangent pas. Je n'emporte avec moi que des fruits secs, des graines, de l'huile et des céréales. Je complémenterai plus tard avec des baies et des végétaux.
L'expédition débute par 20 km de raquettes entre le Cap et la Grande Route. Il était temps que j'arrive. Une semaine plus tard, et je ne passais plus. Gérald m'avait renseigné sur l'emplacement du Cap Saint-Charles qui se trouvait être le lieu de sa naissance. Je suis ravi d'être invité chez eux. Ce qui n'est pas un luxe par ce temps. Lodge Bay est le point de départ d'une virée à vélo de 4500 km à travers le Labrador, le Québec et l'Ontario. Fin avril 2015, sur la Trans-Labrador Highway. Un village tous les 200 km et quelques véhicules par heure circulent sur cette route construite en 1997. Des barrages hydroélectriques gigantesques ont été bâtis dans cette région. Cette électricité est revendue jusqu'à New York. Encore moins 10 degrés la nuit. J'étais optimiste en emportant un simple réchaud à bois, inefficace par ces températures. Début mai, c'est l'heure de la débâcle. Mais les derniers assauts de l'hiver perdureront pendant 1 mois. Je me trouve alors près de Labrador City, dans le massif des Laurentides. Après avoir pris en sens inverse la route parcourue en autostop. Labrador City, ville minière de 7000 âmes perdue dans le Grand Nord, où se trouve l'une des plus grandes mines à ciel ouvert du Canada. « 26 millions de tonnes de minerais de fer y sont extraites chaque année pour être revendues de par le monde jusqu'en Chine. Quelque part, au nord du Québec, sur les berges du réservoir Manicouagan, je m'octroie une pause au refuge du prospecteur pour changer du vélo, avant de reprendre ma longue route en direction du Saint-Laurent. J'ai déjà parcouru 1600 km depuis le Cap Saint-Charles et essuyé quelques tempêtes de neige. Je rejoins maintenant la civilisation et son réseau routier. Sur les berges du Saint-Laurent, le soleil commence enfin à me réchauffer. J'avance plein ouest, avec des étapes proches des 200 km. Mais l'aventure est temporairement mise entre parenthèses. Je dois néanmoins faire attention aux camions qui m'ont une fois poussé dans le fossé et aux ours noirs qui traversent sans regarder. Le lac Supérieur, plus grand lac de la planète, une expédition ne rime pas toujours avec galère et il est bon de se baigner avec le Sleeping Giant. Pickle Lake, ville la plus au nord de l'Ontario, la partie vélo touche à son terme, il ne reste plus que 200 km de piste. Cette route a été construite pour les besoins d'une mine d'or située tout près d'ici. Elle est presque impraticable sur certaines portions.
Heureusement que j'ai trouvé une bonne âme à Pickle Lake pour acheminer toutes mes affaires. Jusqu'à cette famille vivant retirée de la civilisation, non loin du terminus, qui s'arrête net face au lac Wendigo. Après 4500 km et 5 semaines de bons et loyaux services, je fais don de mon bicycle à cette famille. L'échauffement est terminé et j'arrive dans les temps pour continuer sur lac et rivière, avec un kayak gonflable de 2 kg et une pagaie démontable qui tiennent dans mon sac à dos. Dorénavant, le rythme sera bien moindre qu'à vélo et avec mon peu d'expérience, je n'emmène pas large face aux rivières encore hautes et agitées. On est début juin et je prends la direction du nord-ouest, espérant atteindre les monts Mackenzie avant l'hiver, à 4000 km de là. Je me déplace principalement sur des voies d'eau. Quand ce n'est pas possible, je marche dans la forêt. Cette fois, je suis loin du réseau routier et je traverse en moyenne un village amérindien par semaine. Le reste du temps, je suis seul. Enfin, pas complètement. Les bivouacs ne sont pas toujours fun. Je préfère de loin trouver une cabane où je peux sécher mes affaires, réparer mon matériel et dormir sur mes 2 oreilles à l'abri des ours.
Partout, dans les villages autochtones, je suis accueilli comme un roi. Ici, le gérant se propose de m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Certaines rencontres sont inoubliables, comme ici, avec Larry Watt de God's Lake. Mais à peine arrivé, il faut repartir. La magie du voyage n'opère qu'à ce prix. You're almost there. Lac Athabasca, en Alberta, 400 km de long. Sur ces grands lacs,
la navigation peut vite devenir dangereuse quand le vent se lève, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Je me crois alors sur l'océan. En entrant dans les territoires du Nord-Ouest, par le fleuve Mackenzie, je quitte le peuple algonquin pour entrer chez les Dénés. En septembre, la forêt commence déjà à revêtir ses couleurs automnales. Tandis que le fleuve me rapproche de l'océan Arctique, ses oies bernaches, plus sensées que moi, s'en vont au sud. Fin septembre, l'heure n'est plus à la baignade, et je fais de longues étapes pour arriver au pied des monts Mackenzie avant l'hiver. Mais les tempêtes qui caractérisent cette fin de saison sont fréquentes et me forcent à l'arrêt, parfois pour plusieurs jours. Elles semblent aider les migrateurs à partir loin d'ici. Je pensais traverser les monts Mackenzie avant les premières neiges. Le sort en a décidé autrement. Je dois patienter à Norman Wells. Mais cette première saison s'est passée sans incident et j'ai déjà récupéré les 22 colis envoyés depuis Montréal. J'ai maintenant tout l'hiver pour préparer la suite. Norman Wells est une bourgade de 800 habitants sur les rives du Mackenzie, qui tire ses revenus de l'exploitation du pétrole. 150 km sous le cercle polaire, à 200 km de la route la plus proche, l'hiver me garde prisonnier. Il m'est financièrement impossible de vivre en touriste. Pis que tout, mon visa est expiré. Mais grâce à ces deux couples formidables, Harold, Margaret, Michael et Wes, je peux rester dans d'excellentes conditions. Harold, le charpentier, me prête son atelier, sans eau courante mais avec un bon poêle, que j'aménage en chambre comme je peux. Wes me répare un vélo aux pneus cloutés, mon seul moyen de locomotion. Tout est alors en place pour passer le sombre, froid et interminable hiver canadien. Un hiver que je n'oublierai jamais. Je travaille à la décharge au tarif de 10 centimes la canette recyclable. Par chance, ils boivent beaucoup ici. Avec une vue imprenable sur les montagnes. Parmi d'autres petits boulots, je coupe du bois de chauffage, l'entraînement idéal. Complété par des sorties à ski avec Wes. Et début mars, je suis prêt pour traverser les monts Mackenzie. À la fois sublime et terrifiant. J'ai prévu de suivre l'ancien passage du Pipeline, démantelé après la Seconde Guerre mondiale. Un no man's land de 600 km, grand comme la Suisse. Que personne n'a encore franchi seul et à pied pendant l'hiver, je me demande encore pourquoi.
On est le 13 mars et le soleil est à son zénith et je me trouve sur la plaine d'Abraham qui est située sur la Canal Trail dans les Rocheuses canadiennes. Pas trop mal comme ça. Je me trouve dans une cabane, comme on peut le voir. Caribou Pass Cabin dans les Rocheuses. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai quitté Norman Wells. Et je suis vraiment content d'être ici parce que j'étais désespéré. Il n'arrête pas de neiger depuis une semaine. Et j'avance de quelques kilomètres par jour à une vitesse de 0,5 km/h. Chaque mètre doit être arraché au sol. J'ai de la neige jusqu'à la taille. Je dirais même que j'en ai jusque là. Mais bon, peu importe, là je suis à l'abri, je suis au chaud, au sec. Je vais avoir une bonne nuit de sommeil. Et puis ma foi, advienne que pourra. Encore une journée avec une tempête. Comme ça, un jour sur deux. Tirer une luge là-dedans est presque impossible. Tirer la luge là-dedans, c'est presque impossible. Une croûte glacée se forme progressivement lorsque les températures sont positives. Il est là, joli déjà. Bonne couche de glace. Enfin de glace. De neige solidifiée. Environ 2 cm. 2 cm. Encore insuffisant pour me porter. Avec ça, c'est presque suffisant pour marcher. Il me faut encore attendre le dégel. En 6 semaines, dans les monts Mackenzie, je n'ai vu pratiquement que des oiseaux. Les gens du pays avaient raison quand ils me disaient que végétarien est un vieux mot indien qui signifie mauvais chasseur. Là, c'est la vallée par laquelle je suis venu. La petite cabane, c'est le chiotte. Fin avril, la montagne me libère et je peux enfin marcher sur la neige sans m'enfoncer. Après un épisode inoubliable de 64 jours dans les monts Mackenzie,
j'arrive sain et sauf à Ross River, heureux de revoir des êtres humains. Je suis accueilli par un couple de charmants Québécois, comme toujours. Il était temps. Le matériel et moi étions à bout. Mon kayak m'attendait au bureau de poste pour traverser l'Alaska jusqu'à l'océan Pacifique. Les températures sont à nouveau clémentes et j'avance au rythme de 100 km par jour. Après la marche dans la neige, c'est grisant. Juste après la débâcle, les rivières sont dangereuses et je ne compte plus les frayeurs qu'elles me font. J'entre en Alaska par le fleuve Yukon, qui longe les montagnes mythiques du Klondike, où la ruée vers l'or a débuté. Depuis les monts Mackenzie, où j'ai mis un genou à terre, je suis épuisé nerveusement. Mais il me faut tenir jusqu'au bout. J'ai encore les rivages du Pacifique à découvrir, jusqu'au cap Prince de Galles, extrémité ouest du continent. Malgré tout ce que j'ai pu entendre, je n'ai jamais eu de problème avec les ours. J'en ai pourtant rencontré une quinzaine, parfois à 1 mètre de moi. Que ce soit les loups ou les ours, j'ai toujours lu, dans leur regard, un mélange de crainte et de respect à l'égard de l'homme. Cette fin d'expédition est aussi la plus belle partie. Et la présence de nombreux végétaux, baies et algues comestibles ne gâche rien au tableau. À Nome, une dernière portion à vélo. Une ultime montagne à franchir. Le 21 juillet 2016, America Extrema arrive à son terme. J'atteins le cap Prince de Galles avec beaucoup d'émotion. Un mélange de joie et de soulagement coule dans mes veines. Après 15 mois d'aventure, qui m'ont enrichi plus que tous les gisements d'or de ce continent, je rentre avec ce que je suis venu chercher, une énergie nouvelle. Yeah.
allez.